Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge en plein cœur d'une merveille absolue de l'architecture classique et rococo, la place Stanislas à Nancy. Un lieu tout simplement sublime, dont l'histoire regorge de secrets inattendus, de rois sans trône et de transformations urbaines spectaculaires. Au programme de notre exploration aujourd'hui, on va comprendre pourquoi cette place est mondialement célèbre, découvrir qui était vraiment ce fameux Stanislas, analyser comment la place fait le trait d'union dans la ville, retracer son évolution assez folle à travers le temps et enfin voir comment elle bat au rythme de Nancy aujourd'hui. Allez, on commence tout de suite avec notre premier point, une renommée qui dépasse largement les frontières. C'est vrai qu'on peut légitimement se poser la question: qu'est-ce qui fait qu'une place urbaine dans le nord-est de la France se retrouve propulsée au rang de trésor culturel mondial au même titre que les plus grandes places de Rome ou de Paris? Eh bien, une grande partie de la réponse saute aux yeux avec ces incroyables grilles en fer forgé de Jean Lamour. Elles sont dorées à la feuille d'or, c'est un travail d'orfèvre absolument magistral qui inonde tout l'espace de lumière. C'est tellement exceptionnel que l'UNESCO a classé la place dès 1983, exactement la même année que le Taj Mahal, pour donner une idée du prestige. C'est ce mélange parfait, cet équilibre entre la rigueur de l'architecture classique et l'exubérance totale du style rocaille qui la rend unique au monde. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, qui était vraiment Stanislas Leszczyński. Parce que son histoire personnelle, elle est digne d'un grand roman. Né en 1677, notre homme devient roi de Pologne, mais se fait chasser de son trône, et pas qu'une seule fois, à 2 reprises. Il se retrouve un peu comme un monarque sans domicile fixe. Mais sa chance tourne de façon spectaculaire quand sa fille, Marie, est choisie pour épouser le jeune roi de France, Louis XV. Et c'est là que la magie diplomatique opère. En 1737, Louis XV trouve le moyen d'offrir le duché de Lorraine à son beau-père en viager pour régler un énorme conflit avec l'Autriche. Un vrai coup de maître. Et Stanislas n'était pas juste un simple pion politique. Les Lorrains, qui étaient pourtant très méfiants au début, ont fini par le surnommer le bienfaisant. C'était un esprit brillant, un bâtisseur acharné, qui tenait une cour fastueuse et recevait des immenses figures des Lumières, comme Voltaire, dans son château de Lunéville. Et petite anecdote croustillante, c'était aussi un gourmet légendaire. L'histoire murmure que, comme il avait de très mauvaises dents, il aurait inventé le célèbre baba au rhum pour pouvoir manger un dessert bien imbibé et moelleux. Un roi qui a littéralement laissé une saveur sucrée à l'histoire. Alors, passons à notre troisième point, pourquoi avoir construit cette immense place et comment est-elle devenue le trait d'union de Nancy? Il faut imaginer qu'au milieu du XVIIIe siècle, Nancy avait un vrai problème d'urbanisme. D'un côté, on avait une ville vieille médiévale, toute concentrique avec ses remparts, et de l'autre, une ville neuve de la Renaissance avec ses rues tracées au cordeau. Et entre les deux, une vaste esplanade militaire disgracieuse. Le coup de génie de l'architecte Emmanuel Héré a été de concevoir cette nouvelle place pour effacer complètement cette cicatrice urbaine et relier harmonieusement les deux époques de la cité. Et évidemment, c'était aussi une gigantesque opération de communication pour flatter le puissant gendre de Stanislas, le roi de France Louis XV. Le chantier a été d'une rapidité folle, construit en à peine plus de 3 ans. Héré a eu la brillante idée d'utiliser de monumentales fontaines pour cacher les vieux fossés militaires. D'ailleurs, le jour de l'inauguration fastueuse en 1755, ces fontaines crachaient carrément du vin pour la population. Et l'histoire raconte que même quand un bout de plafond en plâtre s'est effondré sur la foule ce jour-là, Stanislas, impérial, est resté totalement de marbre au Balkan. Mais une ville, c'est vivant, ça bouge. Ce qui nous amène à notre quatrième partie, la fascinante évolution de cette place à travers le temps. Au départ, on l'inaugure sous le nom de place royale, mais arrive la Révolution française et là, la statue originale de Louis XV est tout bonnement détruite et fondue pour en faire des canons. Ce n'est qu'en 1831 qu'elle est officiellement rebaptisée place Stanislas, mais le plus improbable, tenez-vous bien, c'est qu'à partir de 1958, ce chef-d'œuvre architectural a été transformé en un immense parking automobile. Oui, un parking. Heureusement, en 2005, la ville a orchestré une rénovation magistrale pour la rendre à 100% aux piétons et retrouver sa splendeur du siècle des Lumières. Et rien ne rend cette transformation plus concrète que de véritables photographies historiques. En observant des clichés de la fin du XIXe siècle, on ressent une ambiance totalement différente, beaucoup plus minérale et stricte. Le contraste avec l'éclat de la place piétonne d'aujourd'hui est saisissant. Libérée des voitures, la blancheur des façades et l'or des grilles captent à nouveau pleinement la lumière. C'est une vraie renaissance. Il y a d'ailleurs un détail savoureux concernant la fameuse statue au centre. L'original de Louis XV regardait en direction de Paris. La statue actuelle de Stanislas, en bronze, qui pèse tout de même plus de 5 tonnes, a longtemps alimenté un mythe urbain. On disait qu'il pointait du doigt sa Pologne natale. Eh bien, pas du tout. Son doigt, qui a d'ailleurs été singulièrement allongé par le sculpteur pour être bien visible d'en bas, pointe très exactement vers un médaillon de Louis XV situé sur l'arqueret. Jusque dans la mort, la loyauté envers la couronne de France l'emporte. Et pour finir, abordons notre 5e et dernière partie, ce que représente cet espace monumental aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde l'appelle affectueusement la place Stan.
C'est véritablement devenu le grand salon à ciel ouvert de Nancy. Les gens s'y retrouvent aux terrasses des cafés, exactement là où Mozart s'asseyait autrefois pour écrire des lettres à son père, ou là où Auguste Bartholdi, qui créera plus tard la Statue de la Liberté, a fait la rencontre de sa femme. En été, l'endroit s'embrase avec des spectacles de sons et lumières éblouissants. Et que ce soit pour exploser de joie lors d'une Coupe du Monde ou pour se rassembler en silence lors de moments de recueillement, c'est toujours ici que le peuple converge. Au fond, ça amène une réflexion finale vraiment puissante. Comment un espace architectural aussi rigide, pensé à l'origine au XVIIIe siècle uniquement pour flatter l'ego démesuré d'un roi absolu, a-t-il pu se transformer avec un tel succès en l'âme profondément démocratique et vivante d'une ville moderne ? Ça prouve bien que les monuments ne sont pas que de simples vieux éclairs figés. Ils respirent, ils évoluent et ils continuent de façonner la mémoire collective chaque jour. Une belle pensée pour clôturer cette exploration. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite